Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai l'élan, je pense surtout bonjour à toutes. J'ai l'élan ce matin de me filmer pour vous parler de ma nouvelle passion qui est comment s'outiller pour préserver son temps et son énergie tout en enrichissant son accompagnement. Alors, je vais vous partager mon expérience, mes connaissances, ma réalité, ce qui a fonctionné pour moi, ce que j'ai observé. Évidemment, adapter ce que je dis à ce que vous vivez, à ce qui a du sens pour vous et laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Voilà, j'avais envie de commencer là-dessus. Et je vais vous parler, dans un premier temps, je vais regarder mes notes en même temps parce que j'ai tendance à digresser et non pas disgresser, comme je dis depuis toujours. Et donc, je vais rester à regarder mon petit programme. J'ai envie, dans un premier temps, de vous expliquer pourquoi j'en suis là, ce que j'ai vu dans le monde de la périnatalité, du bien-être, de l'enfance, de la petite enfance. Parce que moi, je suis donc Marion Guillet. Pour la vie accueillie, je suis éducatrice Montessori pour les enfants de la naissance à 3 ans, passionnée. Je suis aussi sophrologue et doula. Et je suis passionnée par l'accueil des émotions et formée à la communication bienveillante. Et j'ai la sensation que dans ces métiers-là, on a une tendance à s'oublier et à se fatiguer, à s'épuiser. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que j'ai observé. Donc j'ai envie d'offrir mes outils à des personnes qui pourraient se retrouver dans cette situation ou qui auraient l'impression de pouvoir bientôt être dans cette situation, à frôler le burn-out par exemple, pour contribuer à l'évolution de cette attitude, de cette posture d'accompagnante. Voilà. Dans un premier temps, je vais vous expliquer donc pourquoi, qu'est-ce que j'ai observé, pourquoi j'en suis là, et après je vous donnerai les outils que j'ai qui fonctionnent pour moi. Ok, le soleil va être au rendez-vous peut-être. Alors déjà, moi j'ai travaillé en petite enfance, en crèche, et j'ai aussi formé des professionnels de la petite enfance, que ce soit dans des relais d'assistantes maternelles, former des assistantes maternelles, former des éduques, dans des centres de loisirs, dans à peu près toutes les structures d'accueil de la petite enfance, je pense. Et j'ai énormément vu de personnes s'oublier, de personnes s'épuiser et partir en burn-out ou lâcher des projets. J'ai aussi fait un tour de France des écoles démocratiques et j'ai vu énormément de projets s'éteindre parce que les gens partaient en burn-out ou qu'il y avait des conflits dans l'équipe. Mais globalement, c'était quand même vachement de l'épuisement en fait, de l'épuisement énergétique, émotionnel, physique. Et je l'ai un peu trouvé aussi dans le milieu du bien-être, de la sophrologie ou des doulas, dans le milieu de la périnatalité, cette tendance vraiment à tout donner, à oublier d'aller faire pipi. Oh, c'est un jet! J'adore les jets. L'oiseau de Kirikou. J'adore. À tout donner, à oublier d'aller faire pipi, oublier de boire de l'eau, ne pas prendre en considération son besoin de repos. Enfin voilà, j'ai vu ça énormément. Je vérifie mes notes. J'ai vu des gens passionnés, avec des projets qui allaient changer le monde, qui se sont épuisés et qui ont abandonné leurs projets. Et il y a quelque chose que j'ai l'impression d'avoir perçu derrière tout ça, pour le vivre moi-même, parce que je le vis moi-même, c'est pas facile à dire, c'est le syndrome de la sauveuse, de vouloir tout donner, de vouloir sauver l'autre. Et pourtant, en tant qu'éducatrice Montessori, on m'a vraiment appris à ne pas vouloir faire à la place de l'enfant, à ne pas vouloir sauver l'enfant, mais juste à mettre en place les choses qui vont favoriser son développement, son épanouissement et à rester en retrait. Et mine de rien, ça coûte beaucoup d'énergie d'être dans l'observation, mais moins à long terme que d'être sans arrêt dans l'interaction. Et ça, en tant qu'éducatrice Montessori, je l'ai vraiment perçu. Et avec les enfants, j'arrive vraiment
à préserver mon temps et mon énergie quand je passe du temps avec elle ou avec eux, parce que j'ai conscience du fait que ma posture d'observatrice non interventionniste est ultra bénéfique pour elle et eux. Sauf quand il y a des adultes pas loin qui m'observent. Là, c'est compliqué pour moi parce que j'ai l'impression d'être payée à rien faire. Et donc, je me juge, j'ai peur qu'on me juge et ça altère pas mal ce truc-là. Finalement, c'est ça qui en vient à me coûter de l'énergie. C'est le fait de me sentir jugée, de me dire merde, qu'est-ce que je pourrais faire pour paraître plus dans l'action, plus dans le taf, alors qu'en fait, je sais que le taf le plus précieux, comme pour les doulas pendant les enfantements, c'est de préparer le cadre, le matériel, et après, de se mettre dans une attitude d'écoute, écoute active. On écoute vraiment profondément, on ne part pas dans sa tête dans tous les sens. D'ailleurs, je peux vous donner un petit tips, si vous voulez, que j'avais appris. Quand on écoute l'autre parler, si notre esprit part dans tous les sens, se concentrer sur sa respiration en même temps, sa propre respiration, en même temps que d'écouter l'autre parler. Et il y a un espèce de truc magique qui se passe dans ces moments-là où c'est comme si on se connectait directement aux besoins de la personne derrière ses mots quand on fait ça. Enfin bon. Et donc, dans le milieu du bien-être, je trouve ça beaucoup plus difficile, moi personnellement, d'être dans l'observation et l'écoute uniquement. Bah dis donc, j'ai avalé un petit bout de poivre de travers. Ça me fait pleurer. Peut-être parce que c'est pas vrai, j'y arrive. J'y arrive, mais ça me coûte. Parce que j'ai l'impression de ne pas faire suffisamment. Et j'ai l'impression que c'est ça le syndrome de la sauveuse, c'est qu'on veut toujours faire plus, on veut donner de son temps, on veut donner de son énergie, on veut donner ses conseils, on veut donner... En fait, donner son temps et son énergie, c'est quand même déjà le maximum qu'on puisse offrir à un autre être humain. Et c'est comme si du coup, pour sauver l'autre, on donnait tout. Et on s'y perd parce que c'est pas viable à long terme de faire ça. C'est pas viable de tout donner. Il y a vraiment une notion de recyclage de l'énergie qui a été oubliée parce qu'on est dans une société où le repos est presque condamné. Le fait de dire bah non, je vais pas venir, je suis fatiguée. Bah encore si c'est à une soirée, on peut entendre. Même si on va dire oh mais ça va, viens, ça va être cool. Mais si c'est pour aller au taf, dire désolé, je suis fatiguée, je vais pas venir, j'annule. Ben faut justifier d'une énorme fatigue, j'ai l'impression, qui frôle le début de la maladie. Un peu comme quand on était petit, c'était dans un webinaire de Christelle Carder que j'entendais ça. On est dans une société où le repos est presque puni, le besoin de repos, alors que l'hyperactivité, l'hyperproductivité, ça c'est célébré, c'est honoré, c'est stylé, enfin je sais pas. Et quand on est enfant, typiquement, un enfant qui est fatigué et qui veut pas aller à l'école, pour la plupart d'entre nous, bah nos parents ils nous disaient bah t'y vas quand même. Il fallait attendre de tomber malade, bien malade, pour pouvoir rester à la maison. Et comme nous aujourd'hui adultes, comme si notre besoin de repos, il n'était pas suffisant, alors que c'est quand même après la respiration, c'est notre besoin de base. Je sais pas d'ailleurs avec l'hydratation, je sais pas au bout de combien de temps on meurt, si c'est genre 4 jours quand on boit pas et 5 jours quand on dort pas. En tout cas, il y a vraiment un truc, d'ailleurs buvons les amis. Où est ma bouteille d'eau? Buvons de l'eau. Le sommeil, ça rend fou. On peut pas attendre de quelqu'un qui soit patient tant qu'il est KO. Je pense à tous les parents, mais bien sûr les professionnels aussi. Mais quand on est fatigué, c'est compliqué d'être disponible émotionnellement, physiquement, intellectuellement. Tout ça pour dire que le syndrome de la sauveuse, ou ce truc en tout cas du sauveur là, de vouloir aider et de tout donner, ça épuise. Et en plus, c'est pas tellement bénéfique pour l'autre. Ça laisse pas à l'autre la possibilité de monopoliser, je sais pas si c'est le bon mot, mais sa propre énergie, d'aller chercher dans ses ressources intérieures. Et ça, je vous le dis comme si
Comme si je l'avais bien compris, mais je suis encore dedans, hein. Je suis encore en galère, moi, à ce niveau-là, à pas tout donner et à vraiment laisser l'autre se... Si, c'est ça, mobiliser sa propre énergie. Et donc, le point suivant que j'avais envie d'aborder dans ce petit webinaire, c'est que dans les situations de job, que ça soit seul ou en équipe, il y a 2 facteurs d'échec de projet. Pour moi, c'est le burn-out. C'est bien comme ça que je l'ai mis. Oui, le burn-out. Genre, on s'épuise, on n'a plus d'énergie, donc juste, on ne peut plus travailler. Et l'autre truc, c'est les tensions avec les autres. Typiquement, les projets d'école ou de crèche. J'ai vu des gens s'épuiser déjà à monter leur projet, mais en plus, une fois que le projet est là, et parfois même pas jusqu'à la réalisation du projet, il y a des prises de tête avec les autres humains. Le PFH, le précieux facteur humain, chacun dit comme il veut, le putain de facteur humain ou le précieux facteur humain, c'est quand même le truc numéro 1 des échecs de tentatives de réalisation de projets collectifs. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai observé, moi, en faisant mon petit tour là de toutes les structures. J'ai vraiment vu des dizaines et des dizaines de structures. Et ce qui m'intéressait dans les écoles démocratiques, au bout d'un certain moment, c'était ce qu'ils mettaient en place comme technique de résolution de conflits. Les écoles démocratiques, j'espère que je vais bien expliquer, ce sont des écoles alternatives dans lesquelles les enfants contribuent à la mise en place du règlement intérieur. Les adultes et les enfants sont vus sur un même plan et chaque voix compte autant. Que tu aies 3 ans, que tu aies 4 ans, que tu aies 16 ans, que tu aies 17 ans, que tu sois la directrice, que tu sois membre du staff ou peu importe, ta voix compte autant. Globalement, c'est ça. Et les apprentissages se font de manière autonome en fonction de ce que les enfants ont envie d'apprendre. Et ce qui m'intéressait, c'était les techniques de résolution de conflits, puisque je voyais que c'était ça le truc qui faisait tout merder. Donc je me suis formée aux techniques de restauration de liens, aux techniques de médiation, parce que j'ai l'impression que c'est ce dont manque notre humanité pour pouvoir évoluer. Tout ça pour vous dire que j'ai compris où était la clé pour moi dans cette aventure. Elle est dans apprendre à ne pas faire de burn-out et à ne pas se prendre la tête avec les autres. Ce qui, pour moi, est passé par la communication bienveillante. Parce que, pourquoi est-ce que je vais en burn-out? Parce que je n'ai pas été éduquée à me prioriser. Je n'ai pas été éduquée à écouter mes émotions et à reconnaître les besoins qui étaient derrière ces émotions. Et donc, je suis dans un espèce de brouhaha, de je veux bien faire, j'essaye d'être la meilleure et en même temps j'essaie d'être présente pour tout le monde et j'oublie d'être présente à moi. Et pourtant, c'est la seule chose qui est viable dans le temps, de s'écouter soi. Parce que si on ne s'écoute pas et qu'on fait tout pour les autres, au bout d'un moment, notre corps, il nous dit... Zut, j'espérais que vous ne le verriez pas. Il nous dit fuck, on tombe malade, on s'épuise, on part en burn-out. Et donc, c'est pas viable sur le long terme si on n'apprend pas à recycler notre énergie, à écouter notre besoin de repos, de repos en fait. C'est ça que j'ai envie de mettre en premier parce qu'on oublie tellement de se reposer. Moi, en tout cas, et les gens que j'ai vus autour de moi. Et, d'un autre côté, les conflits avec les autres humains. Comment est-ce que je fais pour régler les conflits avec les autres humains? J'essaie de comprendre quelle est la source du conflit. Et les conflits interpersonnels, ils viennent de conflits intrapersonnels. Ils viennent des conflits qui sont à l'intérieur de nous. Et j'ai réalisé que je n'avais jamais appris, que je n'ai pas été éduquée, non seulement à entendre les besoins et les émotions que j'ai, mais en plus quand j'ai des émotions et des besoins qui ne sont pas d'accord. Comment je fais? Et donc pour moi, il y a vraiment eu cette clé. Je pensais pas que ça allait faire ça. Il y a vraiment eu cette clé, j'ai envie d'aller au niveau du cœur, de si je veux être une
une accompagnante au top, une maman au top, une collègue au top, une amoureuse au top, une humaine au top, tranquille, hein, au top avec qui je suis et mes possibilités, et chacune fait comme elle peut avec qui elle est à chaque instant. Douceur sur nous. Mais si j'ai envie, et en même temps si j'ai envie d'offrir ce que j'ai de meilleur dans les moments où j'en ai l'élan, et ben ça demande de me reconnecter à moi, me prioriser moi. Et vous voyez comme ma voix elle galère à le dire, parce que c'est compliqué, c'est contre tout ce qu'on m'a appris depuis toute petite, où c'est important de prendre soin des autres. D'ailleurs on m'a toujours dit que c'est ça qui allait me rendre heureuse, de m'occuper des autres, dans mon éducation judéo-chrétienne. Alors que je peux pas m'occuper des autres sur le long terme si je m'écoute pas. Et c'est comme si j'avais passé les dernières années de ma vie à déconstruire tout ce qu'on m'avait appris. Et qu'il fallait maintenant qu'avec mon cerveau d'adulte, j'arrive à tout remettre dans le bon ordre. Alors qu'enfant, c'était quelque chose de naturel. Mais on a cassé ça chez les enfants. On leur a fait croire que c'est nous qui savions mieux qu'eux quand ils ont soif, quand il faut qu'ils boivent, quand il faut qu'ils mangent, quand il faut qu'ils dorment, quand est-ce qu'il faut qu'ils aillent aux toilettes. Bah si, t'avais qu'à y aller avant la récré, sinon ça veut dire que t'avais pas envie. Mais si t'as froid, regarde, il fait froid, mets ton pull. Mais non, t'inquiète, c'est pas grave, ça fait pas mal, c'est rien. On nous a déconnectés de nous-mêmes en nous faisant croire que d'autres personnes savaient mieux que nous ce qui était bon pour nous. Et on nous a fait croire, en tout cas moi, que c'était grave de s'écouter et de se prioriser, que ça n'allait pas aider l'humanité, que ça n'allait pas m'aider moi. On a été fucked upé. J'adore ce mot, je sais pas s'il vous parlera, mais on a été complètement... tout ce qui était naturel, on nous a dit non, tu gardes tout ça à l'intérieur de toi. Et tu souris, et t'es agréable, et souriante, et obéissante. Sans parler des ravages que ça a sur le consentement et les abus que vivent les enfants. Parce que du coup, quand on te dit que les autres savent mieux que toi ce qui est bon pour toi, bah, le jour où on a envie de te faire un bisou et que t'as pas envie, ou de toucher un endroit et que t'as pas envie, bah, t'as perdu l'habitude de t'écouter toi, et de poser tes limites et de dire non. Je crois que j'avais quelque chose de noté à propos de ça d'ailleurs, le fait de poser ses limites. Poser ses limites, je ne l'ai pas là sous les yeux, mais poser ses limites, ça permet de préserver son temps et son énergie. Que ça soit dans l'enfance, quand on bosse dans l'enfance, les enfants qui veulent jouer avec nous. Tu veux jouer, tu veux jouer. On a le droit de dire non, j'ai pas envie de jouer. On a le droit de dire ça. Ça permet de préserver son temps et son énergie et d'apporter une qualité de présence différente à l'enfant. En périnatalité ou dans le bien-être, si on nous demande certaines pratiques ou certains accompagnements et qu'on n'en a pas l'élan, on a le droit de dire non. On a le droit de poser nos limites. Et si on pose nos limites, on gagne en énergie et on gagne en temps. Et ça, c'est pareil. Personnellement, j'ai été éduquée à ne jamais poser mes limites. Sinon, j'étais chiante, j'étais une chieuse, je crois même que j'étais une peste. Parce que bah non, je veux pas, bah non, je veux pas, bah non, je veux pas. Mais comment ça, non, tu veux pas? Tu arrêtes de faire ta peste en fait, tu vas faire ce que je te demande. Oh mon Dieu, rien que de le dire, je sens la petite Marion en moi en bad trip. En fait, je veux pas. Mais on n'est pas... Les enfants sont pas vraiment respectés dans notre société, en tout cas dans l'éducation conventionnelle, quand ils expriment leurs limites. Voilà le tableau. Et maintenant, comment je fais, moi, pour sortir de tout ça? Eh bien déjà, je prends conscience de tout ce que je viens de vous dire là. J'en prends conscience et je me le répète, Marion, t'as le droit de dire non.
Tu as le droit de poser tes limites. Tu as le droit d'annuler un rendez-vous parce que tu es fatigué. Tu as le droit de ne pas demander l'autorisation pour aller faire pipi. Tu as le droit d'exprimer tes émotions. Parce que ça aussi, à force de refouler nos émotions, ça coûte à notre corps de refouler, de trouver comment enfouir ça. Alors que si juste elle sort, comme on ne nous a pas éduqués à faire, pour la plupart d'entre nous en tout cas, bah ça circule et du coup l'énergie elle se recycle. Mais si on est tout le temps en train de tout refouler, ça coûte aussi. Donc apprendre à exprimer ses émotions, apprendre à accueillir ses émotions, à les reconnaître, avec des listes, avec une écoute particulière des messages corporels, quand l'émotion apparaît, ok, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce que ça me fait, est-ce que ça bouge. Apprendre à me reconnecter à mes besoins, parce que derrière les émotions, il y a des besoins qui se cachent. Pourquoi est-ce que ça me fait peur cette situation? Peut-être que mon besoin derrière ma peur, c'est de me sentir en sécurité. Ah, ok, j'ai mis le doigt sur mon besoin. Comment est-ce que je peux nourrir mon besoin de sécurité? Et donc j'apprends après différentes techniques pour nourrir mes besoins. Le fait de poser ses limites, de dire non, ça aussi, c'est... Mais ça demande de s'entraîner. S'entraîner dans des situations qui sont pas trop compliquées. Et après, oser le faire pour des choses plus grandes. Ce qui m'a aidé aussi, ça a été de réaliser que derrière le non, il y avait un oui. Si je dis non à ton invitation, c'est parce que je dis oui à mon besoin de repos, de jeu, ça peut être quoi, d'exploration, je sais pas ce que j'ai prévu de faire d'autre à ce moment-là, mais dire non, c'est dire oui à quelque chose. Ça m'a beaucoup aidé. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme tips comme ça? Qu'est-ce qui m'aide à préserver mon temps et mon énergie? De faire les choses quand j'en ai l'élan. Là par exemple, ce webinaire, cette petite vidéo que je suis en train de faire, je pense qu'il aurait vraiment été intéressant pour vous, pour moi, de préparer vraiment un programme ultra détaillé en vous disant dès le début, voilà ce que vous allez apprendre, voilà combien de temps ça va durer, je vais commencer par vous dire ça, puis je vais vous dire ça, puis je vais vous dire ça. Je pense que ça aurait été vraiment chouette. Et en même temps, ça m'aurait coûté vachement plus de temps et d'énergie que là, comme je le fais, où, je sais pas, il y a du soleil, j'ai l'élan, il y a des choses que j'ai envie de raconter, du coup je me dis, ok Marion, c'est parti, prends ta caméra et fais-le, freestyle. Ça m'aide à préserver mon temps et mon énergie, d'écouter mes élans quand ils sont là. Le fait aussi de dire quand on n'est pas disponible pour une conversation. Ça paraît bizarre, mais si quand vous rentrez chez vous, votre enfant ou votre conjointe ou votre conjoint a très envie de vous raconter sa journée ou l'avancement de son projet ou la suite d'une engueulade avec un collègue ou une collègue et que vous n'êtes pas disponible à ce moment-là pour recevoir toutes ces infos, autorisez-vous à dire « je suis désolée, je ne suis pas dispo pour cette conversation. J'ai vraiment envie de t'écouter ou pas, hein, peu importe, mais j'ai vraiment envie en tout cas de t'offrir de l'espace d'écoute pour que ça soit agréable pour toi et en même temps là, j'ai pas l'élan, j'ai pas l'énergie. » On a le droit de dire non. Moi par exemple, je suis téléphonophobe des coups de fil. Je ne passe pas de coups de fil, je ne décroche pas au téléphone. C'est très rare que je le fasse. Et pour moi, c'est un cadeau énorme que je me fais parce que croyez-moi, c'est compliqué dans la vie de tous les jours d'être téléphonophobe à tous les niveaux. Amical, sociétal, amoureux, familial, c'est compliqué. Mais je m'offre quand même ce cadeau parce que les coups de fil m'aspirent mon énergie. Vraiment. Avant de le passer, pendant que je le passe et une fois qu'il est passé. J'accepte.
que je suis comme ça et que ça fait du mal à des gens et que c'est handicapant. Mais ça m'aide à préserver mon temps et mon énergie d'une manière tellement précieuse. Et je comprends complètement les gens qui, au contraire, eux, ça leur fait gagner du temps de passer des coups de fil et ça leur donne de l'énergie. Vraiment, chacun sa technique. Chacun ses particularités, et voilà, peut-être qu'un jour, moi, ça m'arrivera. Et puis, j'en ai déjà eu des coups de fil qui m'ont fait gagner du temps et qui m'ont offert de l'énergie, mais en proportion, non, ça vaut pas le coup pour moi. Donc ça, c'est un autre petit tips. Quoi d'autre? Réduire mes objectifs. Réduire mes objectifs. Annuler des missions, réduire mes engagements. Et là, je balance tout ça comme si c'était simple. Oui, derrière les noms, il y a des oui, écouter ses émotions, accueillir ses besoins, nanana, comme si c'était facile. J'ai balancé mes petits trucs là. C'est vraiment compliqué, ça demande de l'exercice, de la pratique. Everything is practice. Ça demande de la motivation et une intention. L'intention d'aller vers ça, de s'offrir ça. Moi, c'est ma passion. J'ai créé un programme en ligne qui n'est pas encore sorti pour accompagner justement les personnes à faire ce cheminement en douceur, à se réapproprier sa propre personne. Je ne sais pas comment le dire autrement. Son énergie, son temps, se reconnecter à ce qui est vivant à l'intérieur de soi, à ses émotions, à comprendre quels sont les besoins derrière, à apprendre à se faire des demandes à soi pour pouvoir nourrir ses besoins. Et quand on sait faire ça, après c'est tellement plus simple d'entrer en relation avec les autres. Parce que si on se comprend mieux soi, d'emblée, on comprend mieux l'autre. Et donc pour moi, c'est le truc numéro 1 de la prévention des conflits, de se former à ça. Et je trouve ça passionnant. Donc moi, je crée un programme là-dessus. Évidemment, j'en parle parce que ça a du sens pour moi d'en parler. Et en même temps, vous pouvez vraiment faire ce chemin seul aussi. Je ne pense pas qu'il y ait nécessairement besoin de faire des programmes, des formations. Vous pouvez vous acheter des livres, typiquement les BD de Armella, Émotions, enquête et mode d'emploi. Le tome 1, il est sur les émotions. Le tome 2, il est sur les besoins. Le tome 3, il est sur les différentes parts de soi qui ont des différents besoins et comment est-ce qu'on fait. Pour moi, ces BD, ce sont des pépites. Sinon, vous pouvez aussi aller voir le contenu de Issa Padovani, qui est très riche, Thomas d'Azimbourg aussi. Ou alors, j'ose dire ça, envoyez ce mot à la vie. Dites à la vie que vous avez envie de cheminer vers ça et elle vous amènera des trucs à vous qui iront dans ce sens-là pour évoluer. Et pour moi, ça nous rend nécessairement des meilleures accompagnantes parce que la pédagogie la plus puissante qui existe, c'est le fait de montrer l'exemple. C'est pas pour moi, c'est prouvé d'ailleurs. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en voyant les autres faire. Et donc, si vous voulez apporter quelque part la meilleure présence accompagnante, c'est en étant centré d'abord sur votre propre attitude. Et si vous prenez la peine de déconstruire ce qui vous a déconnecté de vous-même et que vous prenez la peine, c'est dommage de dire ce mot-là, si vous prenez la joie ou la justesse ou j'en sais rien, si vous prenez le temps et que vous mettez de l'énergie à vous reconnecter à ce qui est vivant à l'intérieur de vous, à vos émotions, à ce que vous aimez vivre, à vos besoins, à comment est-ce qu'on nourrit ces choses-là en nous, et bien les personnes
de manière naturelle, vont s'approprier ces choses-là. Comme les tics de langage, quand on prend les tics de langage de quelqu'un, on n'a pas eu besoin de se former. Juste à force de le voir, on a fini par le prendre, ou des expressions. Ou moi, si vous me voyez boire toutes les 5 minutes pendant tout le webinaire, y a des chances pour que vous vous mettiez à boire beaucoup plus simplement que si j'avais pas du tout bu. Si vous vous autorisez à faire des pauses pipi devant les enfants que vous gardez, vous leur montrez l'exemple de c'est ok de faire des pauses pipi, c'est important de faire des pauses pipi. Personnellement, j'ai vraiment l'impression d'être une meilleure accompagnante depuis que j'ai cette posture où je me suis priorisée plutôt que de prioriser l'autre dans l'accompagnement. Je me suis beaucoup fatiguée à essayer de tout donner et je trouve mon attitude tellement plus juste et tellement plus enrichissante pour les autres quand j'incarne ce que je prône en fait. Simplement. Mais ça demande du taf. Ça demande aussi d'aller oser voir des choses un peu inconfortables. Et c'est pour ça que moi j'adore parler de dire que je suis une danseuse du chaos, ou j'adore parler de légèreté, de profondeur, de divin paradoxe, on peut explorer le dark side ou les trucs un peu ténébreux tout en restant dans la légèreté et dans la joie et dans l'émerveillement. Pour moi, c'est ce qui est très très important dans ce cheminement. C'est de réussir à pas se prendre la tête, parce que moi, je suis une professionnelle de la prise de tête depuis longtemps. On me dit, mais tu te prends tellement la tête. Et donc, la manière dont j'ai envie de vivre les choses aujourd'hui et de les transmettre, elle est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus authentique aussi. Je partage beaucoup de détails très très intimes de ma vie qui sont pas sociétalement acceptables du tout. Et mettre de la légèreté, parce que c'est ça aussi, on nous a fait croire, on m'a fait croire que les choses, elles étaient soit agréables, soit désagréables. D'ailleurs, on me disait c'est positif ou c'est négatif. Alors moi déjà, j'utilise plus les mots de positif ou négatif, j'utilise agréable ou désagréable, et encore, je trouve que j'en suis pas... je pourrais faire mieux, je pourrais trouver des mots plus adaptés. En tout cas, j'en suis au stade où je réalise que je peux ressentir des choses agréables et désagréables en même temps, que je peux être joyeuse et triste en même temps, que derrière ma peur, il peut y avoir une excitation joyeuse, que derrière ma peine, il peut y avoir de la joie ou du soulagement, que ça peut coexister. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, de garder ce truc-là dans notre état d'esprit, dans notre niveau de conscience, le fait que tout peut coexister en même temps. Le pire et le meilleur, ça peut avoir du sens et pas de sens en même temps. D'ailleurs, j'adore dire que le sens de la vie, c'est son non-sens. Et voilà, je m'enflamme un peu. Mais j'ai l'impression que ça fait de moi une accompagnante avec une présence plus qualitative, d'avoir fait ce chemin. Et en plus, ça me permet de préserver mon temps et mon énergie. Et c'est ça que j'ai envie de partager. Sans parler du côté patriarcal de la chose. J'écoute beaucoup Christelle Carder qui parle d'écoféminisme et qui explique que dans ces métiers-là, du soin, on a un peu été élevés, nous les femmes, dans l'idée que c'est naturel pour nous de prendre soin. Et que donc c'est comme si c'était dû. Et puis ce truc de la mère sacrificielle aussi, de devoir tout donner pour la communauté, tout donner pour son enfant, tout donner pour son conjoint ou sa conjointe. Et comment sortir de ce truc-là, en fait, qui est pas si naturel, qui est quand même vachement induit culturellement, sociétalement.
c'est ça que j'adore, faire du tri dans tout ce qui a été implanté en nous et se dire, ok, ça vient d'où? Ça me parle ou pas? Non. Ça me vient d'où? Ça me parle ou pas? Non, je vais plutôt le mettre comme ça et puis je vais plutôt le mettre là-bas. J'adore cette possibilité de se reconstruire. Ça prend du temps. C'est pas instantané. Mais c'est viable. C'est ça que j'adore dans le développement personnel, même si j'ai du mal avec ce mot en ce moment. C'est quand même un peu le chemin de ma vie. Zut, qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça que j'adore, c'est que c'est acquis. Même si on revient en arrière parfois, pour mieux ressauter. J'aime bien cette idée de si tu veux sauter d'une falaise, parfois c'est bien de faire quelques petits pas en arrière pour prendre son élan. Et bref, quand on a des prises de conscience sur soi, c'est comme si on ne pouvait pas revenir en arrière quelque part. Elles sont là. Et j'ai l'impression que c'est un truc vertueux de travailler sur soi. J'ai dit travailler. J'aurais dû dire prendre soin. De prendre soin de soi. Ça me fait penser, il faut travailler sur soi, à la vidéo de Maud Renard qui est extraordinaire. Vous pourrez trouver sur internet. Maud Renard qui a écrit Habiter son utérus. Elle a fait une vidéo l'autre jour qui m'a tellement parlé en disant que dans la phrase il faut travailler sur soi, il n'y a rien qui va dans cette phrase. Déjà, travailler sur soi, non. Prendre soin, porter de l'attention, ouais. Et il faut que... Non, ça serait chouette de... Et ça, pour le coup, c'est un truc qui, depuis des années, vit en moi. Remplacer le « il faut que je » par « ça serait chouette de ». Par exemple, il faut que je paye mes impôts. En fait, il faut pas. Tu choisis de payer tes impôts pour nourrir ton besoin de sécurité, parce que ça te rassure d'être dans la légalité. Moi, mon truc, c'était il faut que je sorte de la douche. Il y a quelques années, pour moi, c'était compliqué de sortir de la douche. Parce que j'avais la flemme de me sécher, parce que j'étais bien dans l'eau, j'en sais rien. Mais du coup, en étant dans la douche, j'ai changé mon discours intérieur et je me disais plus il faut que je sorte, je me disais Marion, tu choisis de sortir de la douche pour nourrir tes besoins de vivre, d'évoluer, d'explorer, je sais pas comment dire. En tout cas, moi, ça sonnait juste en moi. J'étais là, bon, ok, j'ai plus envie de sortir de la douche. Et je trouve que ce petit challenge de vie là, changer le il faut que je en je choisis de parce que ça nourrit mes besoins, moi, ça me fait gagner en énergie. Perso, ça me fait gagner en énergie parce que je déteste les injonctions. Je supporte pas qu'on me dise il faut que tu ou tu dois. Ça me rend folle, ça me crispe. Alors quand je me dis je choisis de... ça prend de la souplesse. Bon, je vais peut-être m'arrêter là. J'ai quand même envie de vous faire une petite illustration de ce que c'est que la communication bienveillante pour moi en pratique. Je vais attendre que le camion soit passé. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi il me dérange. L'outil principal de la communication bienveillante, c'est OSBD. Observation, sentiment, besoin, demande. On part de la situation pour voir ce que ça nous fait ressentir, essayer de comprendre quels sont les besoins qui sont cachés derrière, et ensuite se faire une demande à soi-même pour nourrir son besoin. Ou alors faire une demande à l'autre. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, si j'en fais un maintenant, observation, je suis en train de me filmer alors que je n'avais pas prévu de faire ça de cette manière-là. Je n'ai pas suivi mon programme qui est écrit à côté de moi. Et je trouve pas ça professionnel. Et à la fois, j'adore faire comme ça. Voilà, ça c'est ce que je me raconte. Et factuellement, je suis en train de me filmer alors que je ne l'avais pas prévu. Ça, c'est l'observation. S, sentiment. Comment est-ce que je me sens par rapport à ça? Je sens un peu de honte.
un fond de tristesse. Je sens un fond de tristesse dans mes yeux, je sens de la honte par là, un peu de peur. Je sens que j'ai envie de pleurer. Et en même temps, je sens que j'ai pas envie de me laisser aller aux larmes complètement, donc je bloque un peu, parce que je suis en train de me filmer. Et j'ai directement envie d'aller au besoin. Je fais un O comme ça au niveau du ventre. Enfin, un rond. J'ai envie de... J'ai envie de douceur avec moi-même. J'ai envie de confiance. J'ai envie d'authenticité. J'ai tellement envie de vivre de l'authenticité, de la spontanéité. Quoi d'autre? J'ai envie d'être aimée. J'ai envie de me sentir considérée. Il y a une petite souris qui me regarde, qui s'apprête à aller manger les croquettes de Loki. J'ai envie de... J'ai envie d'entrer en relation. J'ai envie de fun. J'ai envie de légèreté, j'ai envie de... Là, ce qui est génial dans ces moments-là, normalement, c'est d'avoir sa petite liste des besoins. J'ai envie d'y croire, je sais pas comment dire, je sens cette envie de dépasser ma peur, d'avoir confiance en moi, de me dire que ça va être utile. J'ai envie de contribuer, en fait, c'est ça. C'est que j'ai tellement envie de contribuer. J'ai tellement envie de transmettre, j'ai tellement envie de partager. Et à la fois, il y a une part de moi qui a tellement envie d'être aimée et reconnue pour quelque chose de sérieux et de professionnel. Et en même temps, il y a une part de moi qui a juste tellement envie de transmettre avec authenticité, avec spontanéité. Je me sens partagée et déchirée entre ces différentes parts de moi et c'est ça qui est dur à vivre. Ah, j'ai besoin de cohérence, c'était ça. C'est à ça qui sert le OSBD. À trouver ce qu'on veut vraiment vivre. Et parfois, on croit qu'on veut vivre certaines choses. Et en fait, au moment où on met le doigt sur son vrai besoin, je fais toujours ça, moi, parce que je suis tendue des cervicales comme meuf. Et du coup, quand je trouve mon vrai besoin, j'ai une espèce de... J'ai besoin de cohérence. Et donc, la demande que je me fais à moi-même, c'est de revisionner cette vidéo. Ce qu'en général, je ne fais pas. Je publie d'un coup, spontanément. J'ai envie de revisionner cette vidéo et pour y apporter de la cohérence, de peut-être rajouter quelque chose d'écrit avant ou après la vidéo, ou peut-être de faire une autre vidéo, ou en tout cas de... La demande que je me fais à moi-même, c'est de revisionner cette vidéo et de faire quelque chose qui y ajoutera de la cohérence si je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je vais faire ça. J'aurais adoré terminer cette vidéo sur un rayon de soleil. En même temps, la nature a besoin de pluie en ce moment. Alors je vais m'arrêter là. Je vous dis merci d'avoir été ici avec moi. Et j'espère de tout mon cœur que j'ai dit des choses qui ont résonné en vous et qui vous donneront envie de prendre soin de vous prioriser, de prendre soin de votre énergie, de votre temps. Et j'espère que vous verrez ce que ça apporte aux autres de faire ça. Je vous le souhaite de tout mon cœur. À bientôt.